Ok, bonjour. Donc, bienvenue pour cette série de petits compléments mathématiques. Donc, on va revenir un petit peu sur les outils de base dont on va avoir besoin pour faire de la science de données et des méthodes un peu algorithmiques de modélisation. Donc, je commence par une première série de capsules, donc ce que j'ai appelé rappels, mais qui sont techniquement plutôt des compléments euh, autour des vecteurs, des produits scalaires et tout ce genre de choses. Ok. Et des notions de distance. Oui, les notions de distance sont importantes. Donc, on va revenir un petit peu sur toutes ces choses-là. Donc, j'ai mis les vecteurs, les normes, les produits scalaires, tout ça ensemble. Euh, L'algèbre linéaire, j'irai plus loin au fur et à mesure en algèbre linéaire, mais pour le moment, c'est vraiment juste poser les bases sur les normes et les distances. Euh, à quoi ça va nous servir ces normes? C'est essentiellement le fait que quand on fait de la science de données, on a des points. Pensez au cours de régression, hein, le STT 5100, où on avait des variables explicatives. On pouvait potentiellement en avoir des centaines. Et des fois, ce n'est pas possible de visualiser toutes les paires possibles. Encore une fois, le plus simple qu'on puisse visualiser, c'est des choses projetées en dimension 2. D'accord. Donc, on va s'amuser à regarder la dépendance entre X et Y. Okay. Euh, Ça, c'est ce qu'on fait quand on a effectivement des modèles supervisés. Donc, quand je veux expliquer Y, je peux regarder toutes les variables explicatives possibles. Quand on fera du non supervisé, ça voudrait dire regarder toutes les paires possibles. Donc, je vais croiser X1 avec X17, X23 avec X53. On imagine que ça prend un temps fou. Okay. Donc, je vais éventuellement me poser des questions de réduction de dimension, de recherche de, 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 points qui sont proches, de points qui sont loin. Okay. Donc, les distances vont être très, très importantes dans tous les algorithmes qu'on mettra en œuvre, en particulier sur les notions de cluster. Quand vous avez des points dans l'espace et que vous voulez créer des groupes, on veut des points qui soient proches entre eux dans chacun des groupes. Donc, c'est vraiment cette histoire de distance. Okay. Donc, avant de faire de l'optimisation sur les distances, il faut peut-être définir tranquillement ce que c'est que les distances. Donc, je vais avoir toutes sortes d'outils qui apparaissent. Donc, je vais commencer par vous définir une norme. Donc, une norme, donc je vais la définir par ces doubles traits, donc en Rn. C'est une fonction qui vérifie un certain nombre de propriétés. Donc, la première, c'est une propriété d'homogénéité. Donc, je vais mettre des flèches pour définir mes vecteurs. Hein, mais donc, la norme d'un vecteur, quand je la multiplie par une certaine valeur, par une constante, ça va être cette constante multipliée par la norme du vecteur. Okay. Donc, si jamais vous avez un certain vecteur qui a une norme qui vaut 3, si jamais je prends 2 fois ce vecteur, sa norme, c'est jamais que 2 fois 3. Okay. Donc, c'est une propriété qui est finalement assez naturelle. Alors, je peux même le définir pour des A qui sont négatifs. Je dis juste que la norme de moins 2 fois mon vecteur, ça va être la valeur absolue de 2. Donc, ça va être 2 fois quand même la norme de mon vecteur qui était 3. Okay. J'ai une propriété d'inégalité triangulaire qui me dit que la norme de la somme de deux vecteurs, c'est majoré par la somme des deux. Donc, je reviendrai sur cette propriété parce que elle aura en particulier un intérêt quand on travaillera sur des produits scalaires. Okay. On a une notion de positivité, donc une norme, c'est positif. Okay. Et plus intéressant, donc c'est défini positif dans le sens où si jamais la norme vaut 0, alors je suis sur le vecteur nul. Et réciproquement, le vecteur nul est de norme 0. D'accord. Donc la norme est un outil intéressant pour identifier les valeurs nulles. Okay. Donc, je vais vous prendre quelques exemples classiques. Donc, le premier, c'est la norme L1. Donc, la norme L1, c'est quoi? C'est la somme des valeurs absolues des composantes. Okay. Et ici, je vous ai fait la sphère unité ou le disque unité quand on est en dimension 2. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points qui sont ici sur le bord sont très exactement à une distance, en l'occurrence de 1 du centre. Okay. À une distance de 1 pour la norme L1. D'accord. C'est-à-dire que techniquement, comment est-ce que je mesure la distance entre le point qui se trouve là et le point 0, 0? C'est la valeur absolue en x et la valeur absolue en y. Okay. Donc ce point-là, il a une distance de 1 dans le sens où peut-être que j'ai bougé de 0,5 à droite, 0,5 pour remonter. Okay. Donc c'est ça, c'est le disque unité en dimension 1. Donc les points rouges à l'extérieur me définissent le cercle unité. Les points rouges à l'intérieur, c'est le disque unité. Donc c'est les points qui sont de norme inférieure ou égale à petit 1 pour la norme L1. D'accord. Donc ici, je suis sur la norme L1 qui est cette norme. Alors, cette norme, elle aura plusieurs noms. Ici, je vous mentionne la norme Taxicab. Et je vous mets un lien parce que c'est une norme qui a une géométrie assez particulière, en fait. En analyse des données, on l'appellera souvent norme de Manhattan.
essentiellement parce que quand vous avez des rues qui sont verticales, horizontales, pour vous déplacer d'un point à l'autre, la distance entre les deux points, c'est la somme de combien est-ce que vous devez faire dans les rues et combien vous devez faire dans les avenues. Okay, donc à New York, d'où l'idée du Manhattan. Donc c'est vraiment cette norme L1 qui vous dit vous faites la somme des valeurs absolues dans une direction, est-ouest, et dans la direction nord-sud pour l'autre composante. Okay, donc ça c'est la norme L1, norme de Manhattan. La norme L2, c'est celle que vous connaissez le mieux, c'est la norme euclidienne dont on a tous l'habitude d'utiliser. Donc c'est la somme des carrés des composantes. Okay, donc encore une fois, je mélange un petit peu de distance et norme, mais la distance, ce sera plutôt la norme, c'est ma distance à l'origine. Okay. Donc ma norme L2, c'est celle qui se trouve au milieu, et on retrouve le disque central. Le disque centré sur 0 usuel, qui est que tous les points qui sont équidistants du centre pour la norme euclidienne, c'est le cercle de centre 0 et de norme votre rayon. Enfin, de rayon, la norme que vous cherchez. Okay. Je peux la définir de manière un peu plus générale, donc ça va être cette norme LP. Donc la norme LP, ça va être la somme des valeurs absolues des xi puissance p. Okay. Puis je vais diviser le tout par 1 sur p pour avoir quelque chose qui soit homogène à 1. Okay. Donc pour garder la propriété d'homogénéité du début, je suis obligé de normaliser par 1 sur p. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aussi je prends la racine carrée de mes carrés dans ma norme L2. D'accord. Donc ça va être ma norme LP, c'est ce qu'on appellera parfois la norme de Minkowski. On va se la mettre de côté, on la verra réapparaître quand on fera des méthodes de pénalisation, quand on fera du lasso, plutôt de l'élastic net par exemple, on en parlera un petit peu. Okay. Donc cette norme LP, elle peut être intéressante, elle nous donne des choses qui sont... donc tous ces ensembles sont des ensembles convexes. Je renvoie là aussi à la capsule sur la convexité. Okay. Ces ensembles sont des ensembles convexes, okay. Mais on aura des choses en particulier qui sont un peu tordues si jamais on s'autorise à avoir le P ici qui commence à devenir plus petit que 1. Donc si on est plus petit que 1, on verra apparaître des normes très bizarres, en particulier quand P va tendre vers 0. Donc ça sera une norme intéressante parce que c'est celle qui va nous permettre de faire des choix de modèles, par exemple, quand on fait des régressions. Okay. Donc la norme L0, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le nombre de composantes qui sont non nulles. Donc ce sera typiquement quelque chose qu'on utilisera quand je ferai de la sélection de modèles et que j'essaierai de formaliser ça un petit peu. Et la dernière que je vais utiliser, c'est celle quand je vais au contraire passer la limite P vers l'infini. Donc ça va être cette norme L infini, qui est tout simplement le max de mes composantes. C'est la norme qui est représentée en bas à droite. Okay. Donc la norme infinie, sa boule unité, c'est ce carré de côté 2, okay, qui correspond au maximum des x. Okay. Donc, voilà les normes usuelles qu'on utilisera abondamment par la suite. Dans le cas des espaces hilbertiens, on peut avoir un produit scalaire. Les produits scalaires, ça va être intéressant. Et encore une fois, je renvoie là aussi au cours de régression, de modèles linéaires, puisque qui dit orthogonalité dit aussi projection. Je peux définir des projections orthogonales. Les projections orthogonales, c'est lié à des problèmes d'optimisation. Quand vous voulez projeter un point sur un espace, je cherche le point qui est le plus proche, le point qui est dans mon espace, qui est le plus proche de du point que je cherche à projeter. Donc on a des propriétés très très fortes en termes d'optimisation et de projection. Okay. Donc ça, c'est lié à une notion d'orthogonalité. Donc l'orthogonalité, c'est basé sur ces produits scalaires. Donc un produit scalaire, c'est quoi? C'est une fonction qui est déjà symétrique. Okay. Donc le produit scalaire entre UV, c'est pareil qu'entre V et U. C'est des pareils qui sont linéaires. Alors quand je regarde par composante, donc quand je regarde le produit scalaire entre AU plus BV et W, c'est la même chose que faire A, produit scalaire de UW, plus B, produit scalaire de VW. Okay. Quand je prends le produit scalaire de U avec lui-même, je suis positif. Okay. Et je vérifie une propriété de fonction qui est définie dans le sens où, quand je prends un produit scalaire de U avec lui-même qui vaut 0, alors c'est équivalent à avoir U égale 0. D'accord? Alors, juste un petit point. Le fait de prendre cette histoire de racine, de produit scalaire avec lui-même, ça nous permet de définir une norme. Okay. Donc, la racine carrée du produit scalaire de x avec lui-même va me définir une norme. Donc, ce sera la norme associée au produit scalaire, en fait. D'accord. Et je peux même en déduire une distance. Encore une fois, la distance entre x et y, c'est la norme du vecteur x moins y. Okay. Ou yx.
3 exemples de produits scalaires classiques. Le premier, c'est celui qu'on avait l'habitude d'utiliser quand on était dans le modèle de régression, c'est-à-dire que le produit scalaire d'un vecteur de Rn avec un autre vecteur de Rn, c'est tout simplement x transposé un y. Okay, donc ça correspond tout simplement à la somme des xi, yi pour i égale à 1m. D'accord? Donc ça, c'est mon produit scalaire standard, c'est celui qu'on avait quand je vous disais, quand on fait une régression, les epsilon chapeaux sont orthogonaux à chacun de mes x. D'accord? Donc la somme des epsilon chapeaux i, un xi, ou xij quand j'avais plusieurs composantes x, doivent être égaux à 0 pour tout j. Okay, donc ça, c'est l'orthogonalité entre mes résidus, qui sont la composante que je ne peux pas expliquer, et l'espace sur lequel je projette. Okay, donc on utilise cette définition-là de l'orthogonalité. Okay, je peux définir une orthogonalité entre matrices, okay, tout simplement en utilisant la trace du produit croisé. Donc la trace de AB transposé me définit un produit scalaire, okay, sur des espaces, sur des matrices qui ont la même dimension. Okay. Je reviendrai un petit peu sur celui-là plus tard, parce qu'on aura pas mal de travail sur l'algèbre linéaire qui apparaîtra. Et le dernier point, c'est quand on est sur des variables aléatoires, donc on peut définir un produit scalaire comme étant associé à une notion de covariance. Okay, quand vous avez des variables aléatoires qui sont centrées, la covariance est fondamentalement un opérateur de covariance. Okay, donc je vais juste, on verra réapparaître ces choses-là par la suite, parce que ça nous permettra d'avoir en fait techniquement une interprétation géométrique de propriétés qui sont classiquement purement calculatoires en probabilité. Donc une fois que j'ai défini mes normes et mes produits scalaires, je peux définir ma distance. Donc ce que je vous disais, c'était quand vous avez une norme, la distance entre x et y, c'est tout simplement la norme du vecteur x moins y. D'accord? Donc on va vérifier une inégalité triangulaire, là encore. Donc la distance entre A et C, elle est toujours plus petite que de passer par un point B intermédiaire. Okay, on a égalité si et seulement si les points sont alignés. Enfin voilà, je ne suis pas là pour vous faire un cours de géométrie là, mais encore une fois, je suis juste là pour vous rappeler des propriétés. Alors, à quoi ça va me servir ces distances? Les distances, encore une fois, c'est essentiel quand on va s'amuser à chercher des clusters. Okay, je vous ai pris un petit exemple, c'est j'ai un point Y qui m'intéresse, puis j'ai n petits points xi qui traînent dans l'espace, et je me demande de quel point je suis le plus proche. Okay, donc ça, je pense qu'on avait déjà parlé un tout petit peu, mais très très rapidement dans le cours STT 5100 pour faire du lissage. Okay, quand je veux calculer une moyenne, je peux me faire on avait vu des méthodes par noyau, par exemple, pour récupérer l'estimateur de Nadaraya-Watson, c'est de dire je vais faire une moyenne sur le voisinage de mes petits x. Je peux faire une moyenne en regardant mes cas plus proches voisins, par exemple. Okay, donc j'ai besoin d'aller chercher mes plus proches voisins. Donc c'est un problème très classique, non seulement sur de l'analyse de cluster qui est du non supervisé, mais en plus aussi quand on fera des modèles supervisés de lissage et de méthodes non paramétriques. Okay, donc par exemple, pour chercher le plus proche voisin parmi tous les xn, donc je vais regarder tous mes points x1 et xn, et je vais chercher le point qui va minimiser la distance entre x et y. Et ça me donnera un certain xi étoile. Okay, donc, je vous ai fait un petit exemple ici. J'ai construit des matrices, une matrice en dimension 3 avec 8 individus. Okay, donc, j'ai 8 lignes et 3 colonnes. Donc, mes 3 colonnes me donnent chacune de mes dimensions, chacune de mes composantes. Donc, j'ai une composante x, y, z. Okay, je suis dans l'espace en dimension 3. J'ai mes 8 points et je me demande quelle est la distance entre tous mes points. Okay, puis, je vais éventuellement chercher les 2 points les plus proches dans mon espace. Donc, ça, on le verra apparaître quand on fait des clusters. C'est la première étape quand on va faire la classification hiérarchique. Okay, où je vais commencer par chercher les 2 points les plus proches dans l'espace. D'accord. Donc on peut regarder ici. Donc en l'occurrence, alors par défaut, square, c'est la distance euclidienne qui est utilisée. Okay. Deuxième chose, la matrice qui vous renvoie, elle est très creuse, essentiellement parce qu'elle ne vous sert à rien. C'est que la distance, c'est une grandeur qui est symétrique. Okay. Donc la distance que j'ai entre 1 et 2, c'est la même que la distance entre 2 et 1 qui n'apparaît pas ici. D'accord. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez aller chercher le minimum de cette distance ou le maximum de cette distance pour chercher les 2 points les plus éloignés ou alors les 2 points les plus proches. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme propriété? Alors, il y a une propriété qui est très importante sur l'histoire de produits scalaires, c'est Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz vous dit, si jamais vous avez un produit scalaire et si les doubles barres désignent la norme associée, alors ce qu'on peut montrer, c'est que la valeur absolue du produit scalaire, donc le produit scalaire, c'est un chiffre, encore une fois, pensez juste au fait que c'est x transposé y, c'est-à-dire la somme des yi xi, somme des xi yi, okay, c'est majoré par la norme de x multipliée par la norme de y. Okay, donc,
Cauchy-Schwarz vous dit que vous majorez le produit scalaire entre deux vecteurs x et y par le produit des normes de x et de y. Et vous avez égalité seulement si et seulement si les deux vecteurs sont proportionnels, sont collinéaires, okay, sont parallèles. Ce théorème, ben, il a des interprétations en stats. C'est l'application suivante. Je vous ai dit que un produit scalaire dans Rn, c'était tout simplement de prendre un x transposé y. Donc supposons que j'ai des observations. Okay, j'ai un vecteur un x et j'ai un vecteur y. Je vais m'amuser à centrer mes composantes en x. Donc je vais dire qu'en fait mon x, au lieu de travailler sur les données xi, je vais enlever la moyenne de mon vecteur x. Pareil pour mon y, donc je vais juste centrer mes variables. Donc mes deux vecteurs x et y vont être centrés autour de 0. Okay, donc le barycentre de mon vecteur x, y, ce sera 0. Donc quand je définis cette grandeur-là, donc mon produit scalaire entre x et y, c'est la somme des x et y. Le produit des normes, c'est le produit des racines carrées x transposées x et de racines carrées y transposées y. Donc j'ai la racine carrée de la somme de mes xi carrés, de la somme de mes yi, et bien sûr, il manque un petit chiffre au carré. Okay, donc ça, c'est mes deux normes. Ce que nous dit Cauchy-Schwarz, c'est que cette grandeur-là, le ratio du produit scalaire divisé par le produit des normes doit forcément être dans l'intervalle 0,1. Mais si jamais j'essaie d'expliquer ce que c'est que ce ratio du produit scalaire sur mes normes, en haut, on voit apparaître la somme des xi, yi. En bas, on voit apparaître la racine carrée des xi à la 2, racine carrée la somme des y à la 2. C'est tout simplement la corrélation. Donc la corrélation entre x et y, c'est cette grandeur-là. Et Cauchy-Schwarz nous dit que c'est forcément une grandeur qui est comprise entre moins 1 et 1. Okay, et autre point intéressant, la corrélation vaut 1 si et seulement si mes deux vecteurs sont collinéaires. D'accord ? Donc on a cette petite propriété intéressante. Cauchy-Schwarz, c'est juste l'interprétation d'un point de vue probabiliste. Ça va nous donner exactement le fait que la corrélation, c'est une grandeur dans moins 1, 1, et que les bornes sont atteintes dans un cas très 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 particulier, c'est le cas où les grandeurs sont collinaires. Je peux définir un angle. Je ne suis pas très à l'aise en géométrie des angles, donc je ne ferai pas beaucoup d'allusions aux angles dans le cours, mais disons que comme je suis plus petit que, comme ma valeur absolue de ma norme, dont le produit scalaire est plus petit que le produit des normes, je peux dire qu'il manque un petit quelque chose, okay, et que le petit quelque chose qui me manque, je vais appeler ça cosinus de θ. Donc en fait, le petit quelque chose qui me manque, ça me permet de définir un angle θ, qui sera l'angle. Pour ceux qui, je le dis parce que éventuellement vous pouvez voir ça dans certains livres de régression, on va vous définir un angle entre votre variable et la variable projetée, par exemple. Donc ça va être ce genre de choses. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Avant de conclure, je vais définir une norme un petit peu particulière, parce qu'elle sera essentielle dans tout ce qui va être l'analyse des données non supervisées. C'est la norme de Mahalanobis. Donc, je vous renvoie à l'article, c'est l'article de 1936 sur une notion de distance généralisée en statistique. Je vais le faire commençant par la fin. Le point de départ de Mahalanobis, c'est de dire la distance euclidienne, elle est bien, mais elle n'a pas beaucoup de sens dans des problèmes de statistique. C'est-à-dire que vous avez des observations multivariées. Donc, supposons que j'ai mes individus dont j'observe le poids et la taille. Okay, donc, supposons que la taille soit exprimée en kilomètres, c'est un peu stupide, je suis d'accord, et le poids soit mesuré en grammes. Okay, donc, un individu, ça peut faire, un individu, on va dire, qui est grand, qui fait 2 mètres, ça fait du 0,02 km. Okay, et si jamais il fait 100 kg, ça vous fait 100 000 grammes. Okay, donc on voit qu'on a un petit souci, c'est ce qu'on appelle des soucis d'unité. Et donc quand je vais m'amuser à calculer la norme de cet individu, donc je vais prendre la distance par rapport à 0, je vais faire 100 000 au carré plus 0,002 au carré. Donc on voit qu'on a ce petit souci qui est que cette méthode de distance euclidienne n'a de sens que si mes deux composantes dans lesquelles je regarde mes points, donc mes composantes x et y, sont normalisées à peu près de la même manière. D'accord ? Donc en fait, ce que disait Mahalanobis, c'est qu'il faut corriger en statistique parce qu'on a des unités très différentes. Et donc on va corriger. Donc l'idée, ça va être de centrer et de réduire les variables. Voilà. Donc c'est en gros ce qu'il a raconté dans la seconde partie. Donc je vais vous l'amener maintenant qu'on voit un peu la finalité, je vais vous l'amener de manière un peu différente parce qu'en fait, c'est une propriété beaucoup plus générale. Donc
comment je peux définir un produit scalaire? Donc, on avait vu qu'on avait un produit scalaire très particulier, c'était le produit scalaire dont je parlais depuis le début, qui est ce xy, qui est tout simplement de dire, je prends un x transposé y. En fait, je peux définir quelque chose d'un peu plus général, dans le sens suivant. Supposons que j'ai une matrice M qui soit définie positive. Donc, définie positive, ça veut dire que pour tout x non nul, donc je prends n'importe quel vecteur de Rn non nul, alors x transposé mx est strictement positif. Okay. Il y a plein d'autres interprétations, je renverrai au cours d'algèbre linéaire, enfin en tout cas aux petites capsules d'algèbre linéaire que je ferai plus tard, mais voilà, j'ai une matrice qui est définie positive. Okay. Si jamais j'ai une matrice qui est définie positive et symétrique, alors dans ces cas-là, cet objet-là, un x transposé my, c'est aussi un produit scalaire. Donc ça va être intéressant parce qu'en fait, je peux définir comme ça des produits scalaires. Donc si jamais vous me donnez une matrice, dans ces cas-là, je peux vous définir une matrice définie positive symétrique. Dans ces cas-là, je peux vous construire un produit scalaire qui va être associé à ça. Il y aura une capsule vidéo, peut-être un petit peu complexe, mais qui va être sur les noyaux, ce qu'on appelait les noyaux hilbertiens, qui va aller un petit peu plus loin parce que cette matrice M, c'est encore une fois, derrière une matrice se cache une transformation. C'est une transformation qui est linéaire. L'idée des produits scalaires hilbertiens, ça va être d'avoir des transformations non linéaires de notre espace. Okay. Je le mets de côté. Pour le moment, on va juste se focaliser là-dessus. Mais cette propriété, elle est essentielle. Quand vous avez des matrices définies positives symétriques, donc ce qu'on appellera par la suite un noyau. Okay. J'en parle parce que c'est très populaire. En particulier, c'est ce qui a fait la popularité des méthodes de type SVM il y a maintenant une quinzaine d'années. Okay. C'était cette notion de noyau et de généralisation des produits scalaires. Ça me permet de définir un produit scalaire. Et on a la propriété inverse qui est que si jamais vous avez un produit scalaire, alors votre matrice est définie positive. On va oublier un peu cette propriété, mais je peux définir un produit scalaire, je peux définir une norme et je peux définir une distance. Okay. Donc l'idée de Mahalanobis, c'est de dire je vais faire la même chose dans un cas très particulier, c'est qu'en fait, ma matrice M, comment je peux récupérer une matrice symétrique définie positive? Je peux prendre l'inverse de ma matrice de variance-covariance. Alors, ce n'est pas exactement la distance que va proposer Mahalanobis. Ce que va proposer Mahalanobis, c'est de prendre le cas où la matrice sigma va être diagonale. Donc en fait, ce qu'on va prendre comme matrice, ça va être la matrice sigma moins 1, où en fait ma matrice sigma, ça sera uniquement les termes diagonaux sur lesquels j'aurai mon sigma x carré moins 1, sigma x carré, sigma n carré et des zéros ailleurs. D'accord. Donc je vais me débarrasser de mes corrélations. Je vais juste m'intéresser à la matrice avec les termes de variance et je vais corriger par cet effet-là. Donc je corrige fondamentalement par mon écart type en fait. Okay. Donc ce que nous dit Mahalanobis, c'est que je peux construire une distance qui sera très naturelle par la suite. Il consiste à dire que quand vous cherchez la distance entre un point x et un point y, dans ces cas-là, vous prenez la distance entre x et y, vous prenez x moins y transposé, vous divisez par la matrice diagonale de vos termes de variance et vous remultipliez derrière par du x moins y. Okay. Donc on voit apparaître la distance euclidienne qu'on va corriger par les variances qui sont en fait des corrections des effets d'échelle. D'accord. Là encore, je vous le définis ici parce que c'est une manière très générale en fait, de définir des produits scalaires et des distances. Nous, on le fera de manière très naturelle, tout simplement. Quand je vous ferai par exemple de l'ACP, je vous dirai on va centrer réduire nos variables. Donc soit en gros, je vous dis on fait de l'ACP sur les variables centrées réduites, soit on fait de l'ACP sur les variables brutes en utilisant la distance de Mahalanobis. Okay. Donc c'est à peu près équivalent de dire que je centre et je réduis mes variables et que j'utilise une norme euclidienne que de dire je vais déformer mes points pour les centrer et les réduire pour utiliser ma norme euclidienne versus utiliser un produit scalaire distorsionné. Okay. C'est ça que ça nous raconte. Avant d'attaquer l'algèbre linéaire, et encore une fois, je crois que je l'ai reporté un peu plus tard, je vais juste vous définir 2-3 petits objets qui sont associés aux histoires de rang, aux histoires de collections de variables qui sont linéairement indépendantes. Okay. Donc on dira que quand j'ai k vecteurs dans Rn, ils sont linéairement dépendants si jamais je peux trouver une combinaison, si jamais je peux trouver une collection de alpha 1, alpha k, telle que ma combinaison linéaire des alpha i, xi vous donne le vecteur nul. Okay. Donc dans ces cas-là, vous avez un vecteur qui va s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Okay. C'est quelque chose d'un peu formel, mais encore une fois, ça doit vous rappeler quelque chose. On a déjà parlé de cette chose-là, c'est l'hypothèse H1 dans les modèles de régression linéaire, qui est que ma matrice H, ma matrice X
de covariables doit être de plein rang. Okay. Donc c'est exactement ça, c'est qu'on disait que mes K colonnes doivent être linéairement indépendantes. D'accord. Donc linéairement dépendant, c'est le fait que je puisse trouver une combinaison linéaire telle que ça fasse 0. Okay. Linéairement indépendante veut dire que si jamais je tombe sur 0, c'est que forcément mes coefficients étaient 0. D'accord. Donc, petite proposition importante, si jamais vous êtes en dimension n, dans ces cas-là, n plus un vecteur dans Rn sont forcément linéairement dépendants. Okay. Au mieux, vous avez n composantes qui sont linéairement indépendantes. Okay. Ces n vecteurs vont pouvoir constituer une base. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'algèbre linéaire. Okay. Je ne parlerai pas trop des bases, même si ce serait intéressant de passer par là, parce que ça permettrait de simplifier pas mal de discussions, mais voilà, je n'ai pas le temps de refaire de l'algèbre linéaire. On va juste se souvenir du fait que dans Rn, je peux trouver au mieux n composantes indépendantes. Je vous ai fait un petit exemple ici à droite, où donc on est dans le plan. Okay, j'ai 3 vecteurs dans le plan. Ce que je vous dis, c'est que 3 vecteurs dans le plan ne peuvent pas être linéairement indépendants. Donc par exemple, ici, j'avais mon vecteur bleu en bas. J'ai mon vecteur rouge en haut à gauche. Ce que je vous dis juste, c'est que le vecteur jaune peut s'écrire comme un certain alpha multiplié pour le vecteur bleu. Donc on voit que je suis un peu plus petit que le vecteur de base. Okay. Et en rajoutant une petite composante de mon vecteur initial, donc en allant peut-être cette fois-ci plutôt un petit peu au-delà de mon x1, je vais pouvoir récupérer mon nouveau vecteur. Donc mon vecteur jaune s'écrit comme peut-être 0,8 fois mon vecteur bleu plus 1,2 fois mon vecteur rouge. Donc je peux construire explicitement une combinaison de coefficients qui va me permettre d'écrire un vecteur comme étant une combinaison linéaire des autres. Et ça va être lié à quelque chose qui est important, qui va être l'algorithme de Graham-Schmidt d'orthonormalisation. Okay. Donc, si jamais vous avez des composantes qui sont linéairement indépendantes, dans ces cas-là, je peux les transformer en un système de vecteurs qui vont être orthonormés, donc qui vont être orthogonaux entre eux et de norme 1. Avec la propriété suivante, c'est que chacun des xj va s'écrire comme étant une combinaison linéaire des vecteurs u1, u2 jusqu'à uj, et réciproquement, chacun des uj va s'écrire comme une combinaison linéaire des x1, xj. Donc la procédure est très simple, et je l'ai faite sur un petit dessin. Okay, je suis dans le plan, donc on sait qu'on a besoin de 2 vecteurs. Je peux trouver que 2 vecteurs qui sont linéairement indépendants. J'ai mon vecteur bleu et j'ai mon vecteur rouge. J'ai mon cercle unité. Donc, on va chercher des vecteurs qui sont sur le cercle unité. Ce que je vous dis, c'est que je vais prendre comme base le premier vecteur. Pourquoi? Parce que x1, ou plutôt u1, doit être une combinaison linéaire de juste x1. D'accord? Donc, ça doit être juste x1. Donc, en l'occurrence, mon vecteur x1 qui était là, je vais le prendre plus petit. Donc, ça va me donner mon vecteur u1. Okay. Donc, j'ai mon premier vecteur u1. Une fois que je l'ai fait, je vais aller chercher u2 en allant chercher quelque part dans l'orthogonale, tout simplement en disant que mon vecteur x2 qui était par ici, il va falloir que je le corrige un tout petit peu parce que j'ai besoin d'être orthogonal. Donc, on va partir dans cette direction-là, puis on va revenir en arrière suivant U1. D'accord? Donc, c'est vraiment cette écriture où je dis, à la première tentative, je vais tout simplement dire que UT, donc U1, ça va être X1, et après, je le norme. Et quand je vais arriver sur U2, U2, ça va être le vecteur X2 que je vais corriger en revenant de manière à me rendre orthogonal. Voilà, tout simplement. Donc, cette procédure, elle est essentielle. En tout cas, la philosophie est essentielle. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'on va pouvoir transformer nos variables pour avoir des choses qui sont orthogonales. L'orthogonalité, ça va être quelque chose de très important. Ça va être essentiel quand on fera de l'analyse en composantes principales, quand on fera de l'analyse spectrale. Okay, on va essayer mon nuage de points, quand je vais le projeter, j'aimerais bien le projeter dans une base orthogonale. Donc, j'aimerais bien pouvoir le projeter suivant 2 directions qui vont être orthogonales. Et ça, la théorie me dit que je peux la construire. Okay. C'est cette procédure de Graham-Schmidt. Mais les applications sont infinies. Et encore une fois, je l'évoque un petit peu comme un cheveu sur la soupe ici, mais ça sera important par la suite. Okay. Je vais m'arrêter là pour cette capsule, et puis on continue très bientôt avec la suite.